Bonsoir mon général, merci beaucoup d'être là. Vous avez joué, Benojis, un rôle très important, ancien commandant de l'US Army en Europe. Combien de troupes aviez-vous sous vos ordres quand vous dirigiez les troupes de l'US Army en Europe? At the peak, we had about 50,000 US Army personnel, 50 000 under personnels my déployés sous mes ordres à cette époque-là. Benojis, quand on regarde les images de l'Europe d'aujourd'hui, est-ce que vous partagez l'alarmisme ou l'alarme en tout cas du président de la République qui dit dans 3 ou 4 ans, il y aura peut-être un conflit majeur et il faut y être prêt? Je crois qu'il faut que nous soyons prêts. Mais vous savez, la meilleure manière de protéger l'Europe, c'est d'aider l'Ukraine à vaincre la Russie. La Russie n'attaquera pas l'Europe, sauf si l'Ukraine échoue. Et l'Ukraine n'échouera que si l'Occident, y compris les États-Unis, échoue dans leur aide à l'Ukraine. Les Russes ont-ils plus de moyens qu'il n'y paraît? On va regarder les images du missile Oreshnik. Le missile Oreshnik est cité nommément par le président de la République dans son discours aujourd'hui et il dit « Le tir de ce missile au port de l'OTAN, dans la ville de Lviv, qui est tout près des frontières de l'OTAN, a été un signal donné par les Russes. » Est-ce que vous le pensez vous aussi? Oui, absolument. L'Oreshnik, c'était un signal pour tenter de faire peur aux pays européens, afin de les dissuader de mettre des troupes à disposition dans le cadre de garanties de sécurité. La France, le Royaume-Uni sont à la pointe de ces garanties de sécurité. Mais c'est un signal. Les Russes sont parvenus à nous dissuader de faire ce que nous devons faire avec leurs menaces constantes, des menaces d'utilisation de l'arme nucléaire. Mais c'est un fait, ils n'utiliseront pas d'armes nucléaires contre nous. Les Ukrainiens, quand je leur en parle, quand je leur parle de l'Oreshnik, ils n'en ont pas peur. Ce dont ils ont peur, c'est des missiles Kinjal qui tuent des innocents. Pour eux, l'Oreshnik, ce n'est pas une menace d'une nature spécifique. Réaction sur ce plateau, parce qu'il y a visiblement une incohérence, si j'ose dire. On dit on n'a pas peur, mais on a peur quand même. Mais si, mais alors, effectivement, l'Oreshnik sur l'Ukraine, ça ne sert pas grand-chose. Hein. Ça n'a pas de plus-value par rapport aux autres missiles Iskander, etc. Au contraire, c'est pas très précis. En revanche, la particularité de l'Oreshnik, c'est que c'est un missile nativement nucléaire, mais qui est utilisé de manière conventionnelle. Et il peut concrètement taper sur l'Europe occidentale. Il a une portée de 5000 km, donc c'est une arme plutôt anti-européenne. Et on découvre d'un seul coup qu'on peut être frappé en Europe occidentale, en France, par un missile venant de Russie, mais de frapper de manière conventionnelle. Et donc faire des dégâts dans une ville, dans un port, dans une base. Et voilà, c'est un cas... Là aussi, c'est un cas qu'on n'avait pas complètement prévu, parce que pour l'instant, on n'est pas capable de l'arrêter. Et donc, on travaille, et c'était un des objets d'ailleurs du discours du président de la République, de travailler sur comment on intercepte ce genre de missiles et comment on en fabrique nous-mêmes pour être conventionnel, pour être capable éventuellement de faire un tir de représailles. Oui, le grand changement, c'est que ces missiles balistiques ou pas, mais les hypervéloces en particulier, peuvent être avec des charges classique. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. On l'a vu avec Israël, et quand il a reçu des dizaines et des dizaines de missiles plus anciens, mais de la part des Iraniens. On voit également que là, on se trouve dans un cas un peu particulier, une puissance nucléaire est effectivement frappée par des missiles classiques qu'elle intercepte et ne va pas utiliser, alors qu'on vise un point capital, la capitale. Donc on vise là et ils ne vont pas utiliser l'arme nucléaire. Donc ce que veut dire le président, c'est qu'on a une évolution de la perception qu'on peut avoir des actions dissuasives par le fait que l'agresseur peut utiliser des armes classiques pour nous toucher dans la profondeur. Et ça, globalement, c'était pas on considérait que c'était couvert par la dissuasion nucléaire. Ça ne l'est pas. Notre armée, en fait, elle a été préparée pour faire face à quelle menace? Évidemment, à la menace russe.
général de Gaulle parlait d'une défense tous azimuts. Il avait raison, parce que c'est l'indépendance de la France. Mais la réalité, c'est que le général de Gaulle pensait au danger de la Russie soviétique, parce qu'il pensait qu'un jour ou l'autre, il avait bien vu les choses, l'Amérique pouvait nous lâcher. Voilà. Et donc, en fait, et même notre armée, moi, quand j'ai fait mon service militaire, l'ennemi qu'on nous désignait, ça s'appelait l'ennemi rouge, mais c'était des gens qui débarquaient en Suisse, qui violaient la neutralité de la Suisse pour attaquer la France. Et moi, j'étais chasseur alpin, j'étais censé les arrêter. Voilà ce qu'on faisait à l'époque. Et puis, alors ensuite, l'armée française, il y a eu une deuxième menace qui est arrivée, c'est les expéditions en Afrique, c'est l'islamisme, etc. Alors là, on a fait Barkhane, etc. Mais la principale menace aujourd'hui, c'est évidemment pour une armée, je ne dis pas pour une gendarmerie, mais je dis pour une armée, c'est la Russie. Et donc on se prépare, et je trouve que le général américain a tout à fait raison. On ne peut pas se permettre en tant qu'Européens de laisser la Russie avoir une victoire, de laisser la Russie soumettre l'Ukraine a... Mais pardon, le danger sur les Européens de l'Ouest, quand le président de la République dit nous sommes à portée des tirs des missiles russes Oreschnik, s'il le dit, c'est qu'il veut pointer le danger de ce missile. Donc il existe. Oui, non, Je rappelle que sur ce plateau, Sergei Girnov nous disait, et il est bien informé, il disait c'est bidon, le missile Oreschnik n'existe pas. Et là maintenant, on a la France qui nous dit le contraire. Ah non, mais bien sûr Il vaut mieux croire la France. Comment ? Il vaut mieux croire la France. Oui, voilà. Non, mais bien sûr qu'il existe, elle a déjà été utilisée 2 fois. Non, mais ça fait 70 ans qu'on peut tirer des missiles sur la France depuis la Russie, en réalité. Mais c'était des missiles nucléaires. Et c'est fondamentalement pour ça qu'on a disposé nous-mêmes aussi d'un arsenal nucléaire pour faire face à cette menace. Est-on sous-protégé ? Benodji, vous avez dit précédemment que les aéroports de l'Europe de l'Ouest, qu'un certain nombre d'infrastructures de l'Europe de l'Ouest ne sont pas assez protégées actuellement par rapport à ce que c'était pendant la guerre froide. Est-ce que c'est vrai encore ? Oui. Bien sûr, la Russie est déjà en guerre contre nous. Alors, ils ne nous tirent pas de missiles dessus, sur nos ports, sur nos infrastructures et nos aéroports, mais les Russes sont en guerre contre nous, avec leurs opérations dites de zone grise. Ils ont la capacité de faire fermer des aéroports, des ports, avec des drones, avec des opérations de perturbation des communications, avec leur rupture de pipeline, de câbles sous-marins, avec des assassinats, et toutes les choses que vous connaissez. Les Russes sont en guerre contre nous. Il faut le reconnaître, et si nous ne le reconnaissons pas, nous n'arriverons pas à prendre les mesures nécessaires afin de protéger les dites infrastructures, en particulier stratégiques, et les populations. Nous devons en faire davantage pour protéger nos ports. Les Russes savent que l'OTAN dépend des déploiements rapides et des capacités qui y sont liées. C'est pourquoi s'ils attaquent un pays de l'OTAN, alors ils prendront également des décisions visant à restreindre nos capacités de transport via les infrastructures. Les chemins de fer, les ports, les aéroports seront des cibles. Il y aura une combinaison d'attaques, des missiles, des drones, mais également des opérations de nature cyber et des sabotages traditionnels, comme ils le font déjà. Pour répondre à votre question, notre infrastructure n'est pas encore assez protégée, elle n'est pas durcie. Merci beaucoup, Général Benodji. La réaction à ce que vient d'entendre, il faut rappeler l'importance de ce personnage. Benodji a dirigé, au fond, toute la sécurité du continent européen par les Américains pendant tant d'années, et il dit « nous ne sommes pas prêts ». Mais ce qui est étonnant, c'est que, certes, vous parliez de l'ennemi russe tout à l'heure, ou de l'ennemi rouge, en 80... Potentiel, oui, tout à fait. En 89, le mur de Berlin s'est effondré. En 91, l'URSS a implosé. L'ex-URSS a implosé. Très bien, on a cru à la fin de l'histoire, certains ont prévenu que ce n'était pas le cas, et en 30 ans, on s'est laissé aller à une certaine une naïveté totale. Et nous, pardon, pas les Américains. Non, nous, les Européens. Ils n'ont pas cru à la fin de l'histoire. Non, nous, les Européens. Et on s'est dit, eh bien, on va faire des économies et on va sous-traiter notre défense à cet Américain qui, par plusieurs fois, déjà du temps de Bush, a montré que parfois nous ne partagions pas les mêmes valeurs. Alors allez, comment rattraper le retard ? Le président de la République dit regardez l'Oreschnik, regardons l'Oreschnik, puisqu'il en parle et il enjoint tout le monde de regarder ces missiles contre lesquels il va falloir se prémunir très vite. Alors l'Oreschnik, il a été utilisé ici effectivement à Lviv en Ukraine, c'est
le 8 janvier, il y a quelques jours, tout près de la frontière, et on voit ici les impacts où il y a, n'est-ce pas, plusieurs impacts. Expliquez ça, colonel. Alors, c'est un missile qui balistique, hein, donc il va partir très haut, c'est une fusée assez classique, hein, il va partir très haut, il va sortir ce qu'on appelle un bus. Dans ce bus, vous avez 6 ogives qui peuvent être nucléaires ou pas. Et donc la particularité, c'est qu'elles ne sont pas nucléaires. Alors on pourrait mettre de l'explosif à la place, mais ces ogives, lorsqu'elles rentrent à nouveau dans l'atmosphère, elles vont tellement vite que simplement avec leur poids, ça a une énergie absolument considérable. On voit ici, là c'est le tir précédent à Dnipro, et c'est fascinant parce qu'on voit de façon très, presque c'est une animation, c'est le vrai tir. Hein. On voit les 6 dont vous parlez des... Oui, c'est ça. Ce qui rend... alors, pourquoi il y a 6 ogives? C'est parce qu'évidemment, lorsque c'est plus difficile à intercepter qu'une seule cible, mais même la seule cible, elle est quand même très difficile à intercepter. Il faut qu'en Europe, actuellement, on n'est pas capable. On le saura très bientôt, mais pour l'instant, on n'est pas tout à fait capable de l'intercepter. Alors, en plus, si vous en avez 6 qui déboulent, forcément, c'est plus compliqué. Particularité. Je vous arrête quand même, parce que celles et ceux qui nous entendent, beaucoup d'entre eux, je pense, seront marqués. Moi, j'avoue, j'étais de ceux qui pensaient, il y a encore quelques mois, avant d'entendre des gens informés comme vous, quand même qu'un grand pays comme la France était prémuni contre des missiles pareils. Or, vous dites non, il peut... Non, mais si demain les Russes tirent un Oreshnik sur Paris, il n'est pas arrêtable. Non, pour l'instant, non. Dans quelques années, on aura un Aster 30, nouvelle technologie, qui pourra peut-être, un missile anti-aérien, qui pourra peut-être l'intercepter. Les Allemands, ils sont en train d'acheter des Arrow 3 israéliens qui sont a priori capables d'intercepter. En bon français, c'est un peu emmerdant quand même. Si vous allez voir Sébastopol et vous dites aux gens, rassurez-vous, dans quelques années, vous allez... Mais vous le saviez, Darius, vous le saviez, parce que toute la dissuasion nucléaire, c'est ça. Vous saviez que à la fois nos missiles qui partent de nos porte-avions, de nos sous-marins lanceurs d'engins peuvent détruire des villes russes, mais de même que les missiles russes peuvent détruire des villes françaises. C'est ça la dissuasion. C'est ça l'équilibre de la terreur. Non, mais à part que voilà, cette logique, elle est simple. Un missile nucléaire arrive sur Lyon, on envoie l'équivalent de l'autre côté et on détruit Saint-Pétersbourg. Maintenant, vous avez un missile conventionnel qui arrive sur Lyon. Mais là, on est embêté. C'est-à-dire, on ne va pas envoyer un missile nucléaire parce qu'on va en recevoir un autre en retour et on n'a pas l'équivalent. Donc, soit il faut avoir une force de représailles qui disent, ok, soit on fait des raids aériens, on va taper, on va faire la même chose, soit, enfin, c'est pas incompatible, on met en place un système de défense contre cette menace particulière. Pour l'instant, c'est pas le cas. Deux points particuliers. D'abord, en fait, ce missile n'est pas très précis. Il n'a pas fait d'énormes dégâts en Ukraine. Pas fait pour ça, d'ailleurs. Non, mais s'il tape sur une zone, sur un port, sur une grande ville, sur un aéroport, l'aéroport est complètement paralysé. Deuxième point, particularité aussi, c'est que quand vous avez un missile Oreshnik qui part de Russie, est-ce qu'il est nucléaire? Est-ce qu'il est conventionnel? Il faut attendre qu'il arrive pour savoir. À moins qu'ils le disent, comme ils l'ont dit la dernière fois. Non, mais quand ils tiraient sur l'Ukraine, mais ils tirent sur nous. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça aussi, on avait pris soin justement. C'est un des éléments du problème de distinguer dans nos armements ceux qui étaient nucléaires, ils sont purement nucléaires, ceux qui sont conventionnels et qui sont purement conventionnels, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est-à-dire quand ils les utilisent en face, on se dit ok, c'est nucléaire, c'est conventionnel, c'est nucléaire. Le danger, c'est la méprise. Le danger, c'est la méprise. C'est-à-dire que vous avez un missile, vous ne savez pas ce que c'est, et vous avez peur, et si vous commencez, effectivement, par des représailles, un missile nucléaire, vous enclenchez une guerre nucléaire sans vraiment l'avoir voulu, quoi. Vous pouvez vous dire, ce qui a beaucoup changé, c'est le seuil. C'est le seuil. Avant, quand on utilisait ce genre de choses, on pensait que c'était du nucléaire, donc... tout le monde avait ça. Ce qui est nouveau depuis 3 ans, 4 ans, c'est ce déplacement, l'utilisation d'équipements qui normalement servent à l'action nucléaire pour des actions de type conventionnel ou de terreur, pour terroriser les gens, pour détruire un objectif particulier. Et ça surprend tout le monde. Et notamment, ça nous pose la question de la protection, parce qu'avant, ça ne se posait pas, puisque s'ils tiraient une fusée balistique équipé nucléaire, à ce moment-là, on rentrait vraiment dans la grammaire nucléaire et on tirait de même nature. Donc globalement, on pensait que ni l'un ni l'autre ne le ferait. On a l'impression, tout ce que vous dites concourt à l'idée qu'une guerre conventionnelle est possible à nouveau en Europe. Absolument. Elle existe.
Elle existe en Ukraine, y compris avec des pays de l'OTAN. Alors que jusqu'à présent, on gardait l'idée que la dissuasion nucléaire ne préservait pas dans le reste du monde. Il y a déjà eu des guerres dans le reste du monde. Mais en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'équilibre de la terreur nous protégeait. C'est le fait majeur parce qu'on n'arrive pas à faire comprendre à l'adversaire potentiel, en l'occurrence les Russes, qu'il est pas assez fort pour nous attaquer. C'est-à-dire qu'il ne nous considère pas comme forts, et donc nous, on n'arrive pas à le faire croire qu'on est fort. Et donc c'est ça qui a profondément changé, surtout avec l'attitude américaine, avec ce sentiment de retrait pour nous, c'est fondamental, la Russie, parce que quand même, les Russes ont violé un accord international qui s'appelle le Mémorandum de Budapest, auquel la France a mis sa signature. Après, au début, c'était les Anglais, les Américains et les Russes qui garantissaient l'intégrité du territoire ukrainien. C'est en décembre 1995, l'intégrité du territoire ukrainien, parce que les Ukrainiens avaient accepté de laisser partir leurs missiles nucléaires, et la Chine et la France se sont joints à ça. Et donc, effectivement, quand on voit un pays comme la Russie qui casse un tel traité qu'elle a elle-même signé volontairement, et que nous avons nous-mêmes signé et parrainé, eh bien, il y a un gros problème en Europe. C'est la guerre en Europe, absolument. Regardez ces images. Ce sont les images qui précèdent encore le tir sur le vif. C'est le déploiement des Oreshnik en Biélorussie. Et là encore, je suis très frappé. On se disait, c'est de la gesticulation, on souriait un petit peu. Il y a quand même le président de la République française qui dit non, il faut prendre tout ça au sérieux. Oui, non, alors c'est la particularité. Alors que le missile soit en Biélorussie ou soit près de Moscou, ça change rien. Maintenant, oui, c'est le fait qu'il introduise en Biélorussie, qu'il introduise des armes potentiellement nucléaires sur un territoire qui, normalement, est dénucléarisé depuis le mémorandum de Budapest, qui concernait aussi la Biélorussie et le Kazakhstan. Et en même temps, voilà, il apporte, d'une certaine façon, un parapluie nucléaire à la Biélorussie. De la même façon que les Américains apportent leur parapluie sur un certain nombre de pays, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et donc, oui, c'est un changement majeur. Donc, du coup, vous avez en face aussi des pays comme la Pologne qui disent, attendez, qui sont voisins de la Biélorussie, qui disent, finalement, ce serait pas mal si nous aussi, on avait quelque chose qui ressemble à ça sur notre sol. Voilà, mais en l'occurrence, c'est plus de la gesticulation politique et psychologique qu'autre chose.